L'aspect le plus complexe des prochains temps, des fameux 17 ans, c'est de diviser le gouvernable de l'ingouvernable. De permettre à des êtres qui sont capables de socialiser, qui sont capables de contribuer, qui ont la générosité de travailler ensemble et de vouloir ensemble, d'être strictement entre eux et de laisser les éléments ingouvernables sur un terrain qu'ils devront nourrir à leur façon. Obama, avec le problème de l'Afghanistan, je lui souhaite d'avoir l'idée de diviser l'Afghanistan en deux, même s'il prend le plus petit bout du terrain, et de laisser aux talibans leurs montagnes, le sable, le terrain désertique, et avec leur psychologie retardée, de vivre selon ce qu'ils veulent. Et les Américains, sortir de ces espaces-là, confinent un certain terrain à kilomètre X carré, et puis de permettre à d'autres Afghans d'avoir une vie plus moderne, plus gouvernable, et d'évoluer en dehors de l'influence des talibans et sous la protection d'Américains. Mais là, tu n'as pas besoin de 400 000 soldats là, pour faire face à ça. Tu as juste besoin d'une force pour maintenir, pour protéger, et non pas attaquer. Fait que si notre ami Obama arrive à cette conclusion qu'il y a des éléments ingouvernables sur la planète qu'on doit laisser à leur psychologie et que on va travailler strictement avec ce qui est gouvernable, il y a un grand pas qui va être franchi dans la démocratie. En ce sens que tout le monde n'est pas invité au même repas en même temps. Tout le monde n'est pas nécessairement capable de composer intelligemment avec son environnement, surtout quand il ne veut pas vivre aucune forme d'adaptation, qu'il reste dans des positions très fixes, très fermées, et que conséquemment, ça implique une fermeture également de son environnement vis-à-vis d'eux. Peu importe ses ressources. On n'a pas besoin d'héroïne, hein? On a besoin d'héros, mais pas d'héroïne. Fait que le pavot, ils pourront en cultiver tant qu'elles veulent. Mais nous autres, on n'en veut pas. Donc, on n'achète pas. On n'achète pas qu'est-ce que les talibans fournissent. Et eux autres, pour s'approvisionner, il va falloir qu'ils le produisent. Avec leur propre terrain. Ils vont être obligés de vivre avec un système autarcique. Et non pas un système vampirique. On est réellement dans une zone où ce qui est fort doit se mettre ensemble pour se couper de la faiblesse, se couper de l'incohérence, d'êtres qui ne veulent pas se laisser gouverner, qui ne veulent pas traiter autrement qu'avec leurs valeurs. L'époque, dans ces 17 ans de mutation, l'époque où tout le monde était égal à la table de négociation, c'est terminé. Vous allez me dire, ouais, mais avec les Américains, c'était pas mal leur façon de voir. Hein? Si t'étais pas capable, au Soudan, d'écouter du Elvis Presley, t'étais mal à regarder. Je comprends l'aspect culturel, mais ça va plus loin que ça. Ça va dans des formes d'échange où, à un certain moment donné, il faut que, vraiment, les gens soient intelligents. Quand c'est toujours chercher à s'armer pour intimider l'autre, je peux pas dire que c'est intelligent. Même si tu as besoin des ressources, on pense à l'Iran. Si on a besoin de leurs ressources en pétrole, puis qu'eux autres ont besoin de notre capacité de raffinement du pétrole, plutôt que de se faire des centrales nucléaires, qu'ils se fassent des centres pour traiter le pétrole puis raffiner le pétrole. Mais non. Tu vois que c'est vraiment des idiots qui cherchent à faire la guerre et qui mettent toutes leurs énergies dans des pensées de destruction plutôt que dans des pensées pour faire améliorer la vie de leur peuple. Puis il y a du monde intelligent en Iran, là, vous entendre. On n'a pas les bons gouvernements dans certaines situations, dans certaines régions du globe. Il y a des êtres qui sont vraiment ingouvernables. Ingouvernables, je l'entends sur un plan mondial. Tu sais. Ils ont leur façon de gouverner dans leur région, dans leur territoire, mais ils ont une attitude incohérente. C'est ce qui va être mis fortement en relief dans le cours des 17 ans et qui va faire voir aux gens que
À un moment donné, c'est assez, puis c'est assez, puis c'est assez. Les grandes clés là-dedans, Saturne en balance qui commence en 2010. Ensuite, c'est Saturne en Capricorne. Ça va cogner dur parce que là, on a une conjonction Pluton-Saturne. Et je pense qu'en finale, Saturne en Bélier, ça devrait être assez. Il va y avoir des temps de pause, évidemment, heureusement. Il va y avoir des temps de pause pour que la science nous laisse respirer devant toutes les mutations sur les crises d'énergie qu'on va voir apparaître. L'électricité, c'est Pluton en Verseau, donc dans 17 ans. En ayant Pluton en Verseau, là, on va voir vraiment la planète se mettre au tempo de l'électrique. Mais on a quand même une période de transition de 17 ans sur tout ce qui touche la crise de l'énergie. Et c'est sûr que ça, à ce niveau-là, ça va demander aux gens d'être, je dirais, très mutable, très adaptable. L'année passée, je disais aux gens, rêvez simple. Rêver simple, ça voulait dire essayer de vous adapter à des perceptions de la consommation qui sont plus aussi gargantuesques, aussi à la recherche de la haute finance, de la richesse ultime. C'est sûr que là, quand je parle à des gens qui vivent une vie simple, déjà, et qui ont besoin de se la garder simple, qui ont des visées en termes d'achat de maison qui ne frisent pas le 400 000. Et puis, on aura donc dans cette période de 17 ans à mesurer nos gestes, à rester le plus cohérent possible, à être le plus proche de nous-mêmes, à être le plus proche de gens qui sont proches de nous, se faire des bons amis, se faire des gens qui sont solidaires quand on passe une période difficile. Vous n'avez pas d'idée à quel point ça a de la valeur. Ça vaut plus que votre maison dans bien des cas. Parce que quand tu es malade, bien malade, pas qu'une petite grippe H1N1, là. Quand vous êtes bien malade, vous avez besoin de personnes qui s'occupent de vous parce que vous êtes plus capable de vous occuper de vous-même. Puis oubliez ça, là, la petite garde malade qui va venir chez vous, puis qui est à travail, puis ça paye. Quelqu'un, lui, qui tient à vous, là, ça, c'est vraiment une valeur considérable. Donc, l'évolution de ces 17 ans-là, c'est une profonde compréhension qu'on atteint généralement quand on passe par des périodes de guerre. Il y a déjà des gens qui ont vécu ce que je vous parle, qui ont vu dans le phénomène de la cohérence là, un besoin. Ils l'ont vécu parce qu'ils étaient vieux. Tu sais, les gens de 80 ans, ils ont eu dû se faire des amis pour pouvoir bâtir ce qu'on a connu au Québec ou ailleurs. C'est le même principe. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que se bâtir des relations dans une phase comme ça, c'est tellement important. Parce que ça nous conserve une cohérence. De pouvoir avoir, Bernard il parlait tout le temps d'avoir une table, avoir des gens avec qui parler. Bon, on s'entend pas avec tout le monde. Moi, je m'entends pas avec tout le monde. J'ai pas l'âme du sauveur de l'humanité, là, qui peut prendre n'importe qui dans sa vie, là. C'est pas vrai. Surtout les ostineux. Mais si je suis avec des gens qu'on est capable d'établir un dialogue, puis c'est plaisant, puis je parle pas de théorie, là, ça m'intéresse pas, mais de gens avec lesquels on peut passer à l'action dans certains secteurs, qu'il y a réellement une collaboration au-delà de l'information, là à ce moment-là, ça vaut de l'or, ça. Et être cohérent, j'en ai déjà parlé je pense qu'il y a 2 ans, là, en 2005-2006, j'avais fait une prévision que ça s'appelait la cohérence à tout prix. Si vous avez les CD de ça, écoutez-les parce que ça va être un replay à tous les ans de ce besoin d'être cohérent, de trouver un environnement que les idées, le raisonnement est facile à suivre. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à déjanter. Vous savez, le problème des temps futurs, c'est un problème d'équilibre mental. Hein? Il y a des gens qui vont commencer à déjanter, comme on dit, à suivre des lectures ou des perceptions substantiellement marginales vis-à-vis de leur environnement. Et puis, ce manque de cohérence-là, c'est ce qui fait que les gouvernements font des lois de plus en plus straight jacket, comme on dit, très serrées, pour que, justement, exemple, des gens sur la route, même s'ils ont les compétences de conduire vite, conduisent à des vitesses plus raisonnables, des vitesses qui justement les gardent cohérents dans le trafic.
C'est sûr que pour les vieux, il y a des frustrations parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on considère comme des droits acquis. Et les jeunes, nous autres, qui n'ont pas eu les mêmes droits acquis ou qui les auront pas, de toute façon, vont être obligés de trouver une autre façon de se satisfaire en auto, une autre façon de se satisfaire en voyageant, une autre façon de se satisfaire en s'établissant des structures de couple, qui aujourd'hui, l'idée de la femme à la maison, puis le mari qui travaille, on oublie ça, là, c'est fini, ça. Fait que c'est sûr que la femme va toujours avoir une recherche à cause de son insécurité vis-à-vis de l'extérieur, toujours une recherche d'être pris en charge un petit peu, mais ça s'atténue énormément chez les jeunes. Ça va se réaccentuer quand les femmes vont atteindre la cinquantaine. Mais dans l'homme, il va falloir qu'il reconquiert l'instinct du héros, parce que on dirait qu'on lui a fait une lobotomie à la naissance. Et avec raison, parce que on n'a plus les couples comme on avait, c'est-à-dire avec une fiabilité 10 ans ou 200 000 kilos. Fait que si on est dans une dynamique où la cohérence est importante, ça veut dire qu'il faut savoir gérer ses émotions. Faut savoir gérer le sentiment d'appartenance. On appartient à qui ou à quoi? La bonne question, c'est on appartient à quoi, avec qui? Ça serait mieux posé comme question. Les vieux croutons dans mon genre, on a tendance plutôt à voir qu'est-ce qui nous appartient, qui établit une appartenance avec nous, alors que le futur est plutôt à quelle étape de vie on en est rendu, avec qui on vit cette étape-là, et quand est-ce que l'étape va se finir, ou pourquoi elle va se finir, et pourquoi quand c'est fini qu'on est obligé de passer à une autre étape avec d'autres personnes, tu sais, pourquoi que les gens sont pas là pendant 100 ans. On fait bien des questions à répondre, surtout pour les gens qui donnent beaucoup d'importance à leur intimité, que c'est leur seule sécurité. La famille, c'est sûr que ça aide quand on a une bonne, mais c'est quand on regarde qu'il y a un mariage sur deux qui saute, on peut pas dire que l'intimité, c'est un apprentissage à vivre l'intimité. Hein. L'intimité, c'est comme le sexe. On s'entend pas avec tout le monde. Il y a des chimies, il y en a qui l'ont pas. Il y a des gens qu'on aime bien, mais on n'a pas de chimie. Ou tu penses que tu en as une, mais l'autre te laisse pas la chance d'essayer. Là, il t'aime bien. Là, il te place dans un rapport très, très virtuel, puis ça lui donne satisfaction. Puis, fait que c'est ça. Fait que dans la dynamique des temps à venir, on va peut-être avoir beaucoup de choix, entre guillemets, mais on va se rendre compte que le choix, c'est une illusion parce que en réalité, on a des besoins qui déterminent pas des choix, mais qui déterminent des obligations de remplir le fameux besoin en question. Et puis, ce qui est malheureux dans un sens, c'est que les gens qui disent qu'ils ont le choix, ils se rendent compte que leur choix, c'est simplement la recherche d'une imposition de leur volonté. Alors qu'en réalité, on a une programmation, on a un karma, où ce que ta volonté peut faire est déjà déterminé d'avance, et puis qu'il faut un certain facteur chance pour que ça se passe comme tu veux. Puis moi, je dis souvent aux gens, ce que tu veux, si c'est pas inclus dans une vision, donc dans une programmation réelle, tu pourras jamais y accéder. Tu vas en vivre certaines vapeurs, mais tu pourras jamais y accéder parce que ça t'est pas donné à la naissance. Donc, il y a dans le fait de la cohérence de comprendre qu'est-ce que c'est l'impossible, de convenir avec l'impossible, et dans ce qui est possible, d'exploiter au maximum ce pourquoi on a été, on va dire, bâti, construit. La notion de religion, de croire, de se donner une vision avec un au-delà, ça aussi c'est en mutation. C'est d'ailleurs la principale mutation des prochains 17 ans, d'être capable de traiter avec une abstraction ou une spiritualité qui est cohérente avec notre vie matérielle, avec notre vie affective, avec notre vie sociale. Il n'y a pas eu d'erreur à date. Ce que les gens ou ce que la vie nous a emmené, ça a libéré énormément de censure, de blocage qui avait été créé par justement les religions. C'était nécessaire à cette époque-là parce que l'instinct était tellement à vif. Et puis, les mâles, les femelles ont eu à dissoudre ces perceptions instinctives et sensorielles dans l'expérience. Encore pour quelques années, c'est sûr. Et il y en aura, évidemment, encore longtemps, mais ça sera pas traité de la même façon. Donc, quand on dit d'une autre façon, c'est pas la façon qu'on a là.
C'est sûr que d'une personne à l'autre, la façon, elle change. Fait que c'est difficile pour moi de dire qu'il y en a une pour tout le monde, parce que tout le monde a des programmations différentes. Fait que c'est juste que c'est heureux qu'on voit qu'il y a des mutations pour tout le monde et que ça ait une coloration, si on peut dire, différente. Mais le principe de la cohérence, c'est toujours un élément qui devra être regardé de très près. C'est comme si je vous disais, faites du sport pour conserver un rapport avec le corps. Que votre mental soit pas juste sollicité à travers un ordinateur, un écran, on dit plus cathodique, là, mais numérique, et sollicité par tous les gadgets qui vont vous mettre d'en face et toutes les présentations audio-vidéo qui est possible de voir. C'est sûr qu'avec Internet, on commence à être... Tu sais, juste à regarder ça à partir du matin, on peut être occupé jusqu'au soir, puis là, la productivité, on oublie. Donc, c'est sûr qu'on peut devenir facilement incohérent avec ce qu'on pourrait qualifier de création intelligente. On peut créer beaucoup d'intelligence dans les structures ou dans le qu'est-ce que la société est capable de fournir comme science, mais ça établit pas que ça nous garde cohérents. Moi, juste pour vous faire les CD, il faut que je me libère de toutes les choses intéressantes que je vois sur le net, que je passe facile 4-5 heures par jour à regarder. Et pour pouvoir faire l'1 heure du travail que je fais, je suis obligé de faire un effort parce que je suis aspiré dans l'absorption de cette information-là, qui est toujours intéressante, qui me permet de suivre ça comme un roman feuilleton. Donc, être efficace, être productif, être cohérent dans ce qu'on fait, être capable de payer son loyer, payer ses comptes, avoir des amis, sortir avec, avoir des... Tu sais, juste prendre une bière avec eux autres, plutôt que de toujours chercher à faire des projets qui coûtent 200 000. Ben, c'est évident que c'est une autre façon de voir la vie qui peut être bien intéressante, qu'on a oublié parce que c'est comme ça que ça se passait il y a 50 ans, il y a 60 ans. Mais dans ma lecture que je fais des choses, il y a une partie humaine qui veut pas que ça soit grave. Je vous le dis dans ce CD-là parce que ça se présente dans ma tête comme étant sur le bord de la catastrophe. Puis c'est comme le cri d'alarme que j'aurais tendance à lancer aux gens. C'est Chris, allumé, asti. On est sur le bord que ça saute. Là. Je sais que je parle dans le désert parce qu'il y a à peu près 50 personnes qui vont écouter ce CD-là. Mais en tout cas, on l'aurait fait. C'est probablement pas au Québec que ça va se passer. Mais c'est sûr que les maudites banques, j'aimerais ça qu'ils comprennent quelque chose parce qu'ils sont à l'origine d'un gros problème sur la planète. Les gouvernements, j'aimerais ça qu'ils soient un petit peu plus responsables de leur peuple, qu'il y ait une perception du peuple et pas juste une perception de leurs intérêts personnels. Et puis les militaires, essayons d'avoir une autre façon de traiter avec la mort. T'sais, on dirait que la mort, c'est la façon pour vous autres de vous libérer de l'ennemi. Je comprends que vous êtes militaire, que c'est dans votre structure karmique, mais à ce régime-là, je trouve que c'est plus pratique qu'un virus, ça nettoie plus vite. Puis on n'est pas pour commencer à souhaiter d'avoir des virus pour pouvoir faire votre job. Mais c'était très intéressant de voir qu'il y a encore bien de la place pour bien du monde et puis qu'une bonne répartition de la richesse permettrait encore une couple de milliards de gens d'apparaître avant que d'autres événements viennent placer, on pourrait dire, une sorte d'échéance au Capharnaüm dans lequel on est placé. Parce que je comprends qu'une surpopulation, c'est pas drôle à gérer non plus. Mais faut plus penser gouverner avec la logique. On est dans une autre phase. Là. Il y a des forces, il y a des plans, il y a de l'esprit qui veut que vous ayez une vision plus, on va dire, entre guillemets, intuitive. Dans mon langage, c'est plus vibratoire de ce qui se passe. Tant qu'il y a référence à l'intellect, on est dans un cul-de-sac. Puis ça, un cul-de-sac, c'est vraiment quelque chose qui permet pas à tout le monde d'être là en même temps, à même place. On passe à l'autre chose. Ça fait déjà au-dessus de 30 ans que je dis que 2010, c'est l'année de l'apocalypse, au moins du début de l'apocalypse. Quand j'en parlais, à l'âge de 18-20 ans, je parlais à travers mon chapeau. Je savais pas exactement ce que ça pouvait signifier, mais à l'époque, ça sonnait bien. Et aujourd'hui, je suis obligé de faire des prévisions pour l'année qui s'en vient.
Et c'est justement la fameuse année 2010 dont j'ai parlé, ou tellement longtemps. C'est assez évident que quand on est placé devant l'échéance et qu'on voit évidemment les événements qui se produisent à travers le monde, les avertissements des scientifiques pour 2012, en tout cas en ce qui concerne le calendrier Maya, on en vient à une perception qui se veut assez influencée par une certaine réalité. Tant que c'est dans un langage ésotérique, tant que ça n'a pas vraiment de portée sur le côté public ou social, c'est drôle. Mais quand ça commence à prendre des allures de réalité, c'est moins drôle. Donc, l'année 2010, je le présente avec une certaine ambiguïté parce que je voudrais pas que ça se passe comme ça va se parler. Et puis, j'aimerais ça qu'il y ait des conditions, des relativités, mais je sais que quand le contact dit c'est ça, en général, c'est ça. Donc, j'en viens à dire que quels sont les éléments qui ont commencé en 2009, c'est-à-dire Pluton au passage dans le Capricorne, dans le signe du Capricorne. Ça a enclenché ce qu'on connaît déjà de toutes ces mutations au niveau de la finance et des tensions sur le plan mondial qui ne cessent pas de grandir, surtout entre les musulmans et les peuples occidentaux. Et cette situation, évidemment, donne des avant-goûts de situations dramatiques. C'est des événements, évidemment, qui sont incontournables parce que c'est des psychologies qui s'affrontent, des religions pour être plus exact. Et quand on parle du départ de ces événements-là, ça relève à des centaines et même des milliers d'années dans un sens. Mais principalement, depuis que l'homme s'est donné un pouvoir sur le plan nucléaire, s'est donné un pouvoir de destruction vraiment massive, et j'inclus les virus là-dedans, là, parce que faites-moi pas croire que les virus, c'est des inventions de la nature. Hein? Il y a des hommes qui en ont certainement créé au cours des âges, pour ne pas dire les quelques années passées. J'inclus le sida là-dedans. Donc, on en vient au fait qu'au départ, la position de Pluton en Capricorne, principalement ce que ça offre comme mutation pendant 18 ans, et ça a commencé en 2009, 2008 pour être plus exact, novembre 2008. Mais à l'avance, on sait que les structures vont être profondément testées. Et quand je parle de structures, évidemment, je parle des structures gouvernementales, les systèmes de gestion, tous les systèmes d'une façon générale, systèmes que ce soit d'aspect scientifique ou d'aspect militaire ou d'aspect psychologique quand il est question d'université, d'éducation, de formation. Il va y avoir effectivement des grandes mutations en ce qui concerne les traditions et comment on approche dans ces traditions-là le futur. Ce que les forces m'ont indiqué depuis déjà une semaine qui me barattent le mental, c'est que les mouvements de Pluton dans le Capricorne avec tous les aspects, comme on dit, dissonants qui vont se présenter avec surtout Saturne l'année prochaine, ça va donner aux gens une nouvelle lecture de la réalité. Les gens ont été baignés dans de la croyance et aujourd'hui, ils vont être baignés dans les révélations. Bon, on aime ça la vérité, ils vont en avoir. Ils vont en avoir plus que leur dose. Et c'est sûr que quand on est confronté à des révélations, on peut se dire, bon, ben là, c'est pas de mes affaires, là, tu sais, qui vivent leur vie comme ils veulent, mais moi, en autant que j'ai mon salaire, que j'ai ci, que j'ai ça, que ma petite vie continue, je suis capable de dealer avec le reste, là, tu sais. Mais c'est parce qu'une révélation, c'est pas juste l'affaire des autres. La révélation, c'est, quand elle est négative, ça va de soi, ça mine la crédibilité envers les gens qui gèrent notre vie publique, notre vie sociale. C'est évident qu'on s'est relativement habitué depuis une quinzaine ou même une trentaine d'années, mais
les futures révélations, ils vont être assez croustillantes, j'avoue. Vous ne regarderez pas les chefs d'État de la même façon qu'avant. Vous allez les voir comme des administrateurs, pas vraiment comme des demi-dieux, je vous le jure. Mais ça, c'est pas le plus gros du problème. Le plus gros du problème, c'est votre incapacité, votre sentiment d'impuissance à changer ça. Parce que là, quand on est avec le seul pouvoir de voter pour un bandit ou voter pour un autre bandit, ça revient tout le temps au fait qu'on est dans une situation qui est corrompue, qui est malveillante et qui s'occupe pas vraiment de vos intérêts, qui s'occupe de leurs intérêts, c'est-à-dire les gens qui gèrent, ça va de soi. C'est-à-dire que dans l'évolution, surtout avec, comme je vous ai dit, en 2010, avec Saturne qui va jouer là-dedans, on est dans le début de l'effet du Capricorne. Quand il est rentré en 2008, il y avait une trigone avec Saturne, parce que Saturne était en Vierge à l'époque, puis Vierge-Capricorne, ça fait un trigone, donc ça crée un relationnel assez viable. C'est d'ailleurs pour ça que la bourse s'est effondrée et s'est récupérée. Et récupérée quand même beaucoup. D'une façon même, je vous dirais, moi personnellement, j'ai trouvé ça impressionnant. Le problème, c'est que quand Saturne est en balance, là, c'est en quadrature, c'est-à-dire que c'est défavorable. Il y a beaucoup de bris de contrat, il y a beaucoup de manifestations d'inconfort, voire même de rébellion vis-à-vis de la façon de faire des autorités. Les gens, en d'autres termes, pour faire ça simple, veulent pas prendre le trou. Ils veulent avoir une façon de vivre qui fonctionnait pour eux autres dans le temps et qui aujourd'hui ne fonctionne plus ou ne fonctionnera plus comme ils le voulaient. Je vous recommande un livre en passant, La face cachée des banques de Eric quelque chose. Et puis, dans ce livre-là, vous allez voir l'avidité, le côté rapace des gens qui ont accès à ce qui est la matière la plus recherchée au monde, l'argent. Le sexe, ça finit que tu as toujours un bain plein à un moment donné, ou un bain vide, peu importe, c'est la femme ou l'homme. Mais quand il est question d'argent, c'est insatiable. Donc, le pouvoir, finalement, il est recherché là où il y a une insatiabilité, où il y a une recherche constante de plus. Dans le premier crash, parce que 51% de baisse à la bourse, c'est un crash, même si c'est fait sur une glissade quand même relativement douce, 6 mois, c'est pas une journée quand même, 6 mois. Il me semble qu'il y avait matière à réflexion. Et puis, les gens des banques ont rien voulu savoir. Ils ont dit, nous autres, on continue. C'est nous autres qui mènent le monde. Le gouvernement est à notre service. Le peuple est à notre service. On vous fait vivre. Mais ce qu'ils n'anticipent pas, c'est que leur psychologie est à l'origine du problème. C'est pas les structures qui étaient faillantes, c'était leur psychologie, un rythme, une cadence de profit qui était complètement démesurée. Oubliez pas que à la bourse, quand il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. C'est pas il y a plus de gains puis il y a moins de pertes. Non. C'est égal. Il y a une petite passe là dans le courtage, là, un petit pourcentage qui va à ceux qui travaillent pour en avoir. Mais il y a toujours quelqu'un qui pompe quelqu'un pour pouvoir arriver à accumuler des gains. Mais quand c'est organisé pour que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, puis toujours les mêmes qui perdent, il y a un déséquilibre qui s'installe. Et un déséquilibre, ça apparaît strictement financier. Mais un déséquilibre, ça touche aussi la politique. Ça touche les structures économiques qui influencent les cultures. Ça influence l'équilibre social où les gens qui s'appauvrissent définitivement deviennent un petit peu plus agressifs, voire plus délinquants, voire un petit peu plus criminels, et conséquemment sont moins intéressés à suivre la loi. Et sans compter que quand il y a un déséquilibre dans les gains pour les entreprises, ça crée un gros déséquilibre pour les gouvernements parce qu'ils récoltent moins d'impôts. Étant donné qu'on taxe sur les profits, on taxe pas sur le capital, heureusement, ça serait bien le reste. Mais il reste que c'est une situation qui devient extrêmement aiguë. Et on voit que dans les 17 ans de mutation qui restent, parce qu'il y en a déjà une de passée, les structures gouvernementales vont essayer
d'aller piger dans le bon peuple d'honneur, et le bon peuple est sur le bord d'une crise internationale. Parce que le bon peuple regarde comment les gens qui sont, en guillemets, au-dessus d'eux sur le plan économique, comment est-ce qu'eux gèrent leur vie, dans leur vie. Et eux autres ne souffrent pas. Mais le bon peuple, lui, malheureusement, il souffre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la planète est en train de se diviser en deux. Vous savez comment ça fonctionne, une bombe atomique? On divise l'atome. Et il y a explosion. Il y a libération d'une grande énergie. Mais son utilisation peut être guerrière et son utilisation peut être, on va dire, utilisée à des fins sociales pour nourrir des milieux en énergie. Si diviser les peuples, diviser les masses, c'est le but des chefs d'État, qu'il y ait éclatement de guerre ou quoi que ce soit, parce que si il y a un déséquilibre financier comme en 29 il y a eu, c'est une guerre qui a récupéré le mouvement, dans le sens que la guerre a permis d'éliminer des millions de personnes sur la planète, de relancer certaines économies. Et là, on verrait des gens qui sont obligés d'aller en guerre parce que s'ils veulent manger, c'est la seule place pour y aller, c'est d'être dans l'armée. C'est pas, on peut pas dire qu'il y a d'évolution. On peut pas dire que la vie serait très jojo. Mais c'est drôle, je pense pas que ça se passe comme ça. Non, on est trop avancé. Ça serait un trop gros gaspillage. Considérant le fait que les forces sont exceptionnellement présentes de plus en plus, je ne crois pas qu'ils laisseraient faire un gaspillage pareil. Donc, la version que je me donne, ou que eux autres, les forces, semblent m'influer, c'est que on est aux abords d'une grande mutation dans les mentalités, dans la compréhension du rapport entre êtres humains. Je pense que les gens vont se rendre compte que c'est la pensée qui est à l'origine du problème. Que tant et aussi longtemps qu'ils vont avoir des divergences dans la compréhension des événements. Je pense à des Arabes avec la compréhension du couple. Je pense à des Américains qui nécessairement ne voient pas la femme de la même façon. Je peux pas dire que les Arabes sont pires que les Américains face au couple, parce que les Américains vis-à-vis des femmes, ils ont une tendance assez libertine, merci, ce qui fait que on a beaucoup d'artistes qui ne représentent pas des modèles de vie. Et à l'autre extrême, on a des gens qui sont un petit peu trop pudiques. Ils mettent bien du linge à la personne. Et c'est une situation qui demande une mutation de part et d'autre. Et donc, il n'y en a pas un qui doit se surimposer à l'autre. Il y en a un qu'il faut qu'il mute et il y en a un autre qu'il faut qu'il se mute aussi. Vous allez me dire, t'es malade, ça ne changera jamais. Ça, la grosse question, c'est savoir qu'est-ce qui va faire changer ça. Mais je pense que si la planète veut vraiment s'en sortir, il va falloir qu'ils se mettent à une table de discussion, pas de négociation. Il n'y a rien à négocier là-dedans. Puis faire le constat de qu'est-ce qui marche pas. Puis d'en arriver à comprendre profondément que c'est pas une affaire de politique, de gestion d'argent, de compréhension scientifique de l'univers, etc. Tout le monde sait qu'on s'en va dans un cul-de-sac, que même si la planète serait pas exposée à des cataclysmes comme dans 2012, là, le film, malgré ça, c'est insoutenable la façon dont c'est mené. Et puis la consommation, ça finit toujours par prendre un bout du bout, comme on dit. La seule chose qui, de mon œil de baby boomer, me soulage, c'est que les jeunes ont déjà amorcé le changement. Je regarde les jeunes de 15, 20, jusqu'à 40 ans, peut-être même 35, là, ça va aller. Et puis, ils ont une vision de la vie qui est très différente. Il y a une vision du couple, premièrement, qui est très différente. Nous autres, les baby boomers, les jeunes de la génération des
50 en montant, on était vraiment imbibés de religion. On était vraiment imbibés de conditionnement qui rendait réellement la vie compliquée. Réellement compliquée. Puis je parle pas de nos grands-parents, c'était pire. Mais il reste quand même que on a créé une civilisation quand même qui a une valeur, qui se tient bien. Il y a des belles réalisations à travers le monde. Les gens qui voyagent apprécient beaucoup les architectures qu'ils voient. Il y a vraiment des gens de grande sensibilité. Mais il reste quand même que le traitement que la femme a subi pendant ces milliers d'années passées, ça doit changer. On est rendu au stage qu'il faut vraiment que le nucléus qu'on appelle la famille soit laissé en paix, qu'on arrête de le triturer de toutes sortes de lignes de conduite, de sollicitation à la consommation, qu'on arrête de sortir les deux individus de leur bulle interne. Faut qu'ils se régénèrent, faut qu'ils puissent s'apprécier, faut qu'ils aient le temps de s'aimer. C'est rendu que les gens se laissent parce qu'ils n'ont pas le temps de s'aimer. Tu sais, quand tu dis, les gens mesurent la satisfaction de leur couple sur le sexe. Hey, je sais pas là, mais il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est pas là, la game. La game, c'est pas dans le sexe. La game est dans la solidarité, les petits bonhommes, là. Allumés, là. Tu sais, pour être sexe, il y en a, ils n'ont pas de sexe, puis ils sont solidaires. Fait que, si la jouissance, c'est la mesure de tout, ben, écoutez, droguez-vous, là, c'est plein le bol, puis faites-vous sauter au bout d'une semaine, parce que c'est pas ça, la vie. C'est pas comme ça, pas en tout que ça marche. Dans le développement de ces années-là, ben, ce qu'on va voir, c'est que les pires excès vont être, entre guillemets, punis. Mais c'est pas le mot puni, là. Mais c'est que les gens vont se rendre au bout ou à saturation de comportements excessifs et puis vont être obligés, à un moment donné, de prendre une méchante cure. Tu sais, c'est comme un gars qui prend des cuites à répétition. Puis à un moment donné, il faut qu'il aille en désintox. Fait que pour la planète, pour certains sur la planète, pour certains qui jouent avec le pouvoir sur la planète, il s'en vient une grande période de désintox. Les gens vont passer au portage, façon de parler. C'est sûr que ça sera pas drôle pour ces gens-là, ça va de soi. Ça sera pas drôle pour leur entourage parce qu'ils vont avoir à subir la fameuse désintox de ces gens-là. Vous savez que quelqu'un qui est un cold turkey, c'est assez élevé. Puis ça fait élevé aussi pour l'environnement qui va le supporter. Surtout que ces gens-là, s'ils ont une certaine autorité autour d'eux, ben ils vont se rendre compte que ils sont plus aussi puissants qu'ils ont bien voulu se permettre de le croire. Donc, on est dans une phase, un tournant de la psychologie humaine. Éventuellement, on parlera, quand Pluton entrera en Verseau, on parlera d'une psyché humaine. On parlera plus de psychologie parce que le caractère intellectuel, le côté rationnel, le raisonnement, le sacro-saint raisonnement, qui donne l'impression à tout être humain qu'en détenant une forme de vérité, il a un pouvoir quelconque. Donc, ça va être en mutation. Parce que tant et aussi longtemps que les gens s'adressent à l'intellect de l'autre, ils sollicitent une croyance. Et quand les gens ne croient plus, qu'est-ce qui vous reste? Oh, question 1 million, ça là. Qu'est-ce qui reste à un être humain quand il n'a plus à croire? Tu crois plus à un politicien. Comment tu vas mesurer le politicien? Tu crois plus à ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, ça rentre pas. Ou il en rentre un petit peu, mais il en rentre pas gros. Puis tu le traces pas, même s'il donne un certain pouvoir. Hey! Puis là, on est au début des 17 ans qui restent. Là. On est au début. Il y en a bien de l'eau qui va couler en dessous les ponts là, d'ici ce temps-là. Là. Et puis, le plus drôle, c'est que les gens qui vont promettre de changer quelque chose, ils seront pas capables de changer quelque chose parce qu'il va y avoir du monde qui voudront pas que ça change parce que eux autres, si ça change, ça améliore pas leur vie, ça les désagrège. Donc, vous allez avoir des forces, appelez ça du bien, du mal, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des forces de contraction, des forces d'expansion. Vous allez être confronté à regarder ça à CNN. C'est contraction, expansion, c'est abstrait en maudit. Il y a quasiment moi puis ma gang qui comprend ça. Mais quand on est avec du monde normal, contraction, expansion, faut transférer ça dans des mots que tout le monde comprend. On parle ça du bien et du mal. La mafia étant le mal, le bien étant ceux qui vont à l'église encore. Donc, c'est sûr que dans l'évolution donc de cette année-ci, vous allez voir le départ de ça. Mais pendant 17 ans, vous allez voir des gens qui vont avoir à se déshabiller, se désagréger du raisonnement excessif.
de Lévi, là, excessivement axés sur la jouissance, sur la satisfaction à tout prix. Et puis ils vont finir par comprendre qu'une vie équilibrée, là, c'est pas juste avoir du fun. On passe à la cohérence maintenant. Comme par le passé, j'ai tendance, devant les situations à caractère catastrophique, à toujours emmener l'individu à lui-même. À toujours l'emmener à regarder le fait que, peu importe ce qui se passe dans la société, dans l'univers tant qu'à y être, c'est lui-même qui doit être la mesure de tout. L'Apocalypse, ça se vit à bien des niveaux. Quand quelqu'un a le cancer, il est en situation apocalyptique. Il est en situation de mutation, il est en situation de crise. La maladie, c'est des gros changements. La faillite financière occasionne chez bien des individus des mutations profondes dans sa façon de regarder la vie, l'avenir. Des crises affectives du type divorce imposent à l'individu une lecture de sa vie qui est souvent appelée à altérer sérieusement ses prochaines relations, voire même familiales, intimes, quand il est question d'enfants, quand il est question de situer ses rapports avec ses parents, ses rapports avec ses amis, dans certains cas. Donc, faut pas trop s'énerver parce que les situations graves, la planète en a vécu tout au long de son existence. Et c'est pas parce que on nous présente des grippes A H1N1 à caractère pandémique que le problème de la grippe n'a pas déjà existé dans le passé. Il y a déjà des gens qui sont morts de la grippe. Elle ne s'appelait pas H1N1. Et pourtant, c'était considéré comme une grippe saisonnière. Donc, les médias ont tendance, le cinéma a tendance à pousser la facture de l'impression très haut et donne souvent à l'individu cette sensation que c'est la fin du monde. Alors que la réalité, c'est que c'est la fin de votre monde que vous devez surveiller et non pas la fin du monde. C'est sûr que ce côté psychologique que les gens aiment chérir, la catastrophe, bien souvent, c'est l'ingrédient qui fait que quand il y a un accident sur le bord de l'autoroute, tout le monde ralentit pour regarder la catacombe. Mais il faut bien comprendre que si vous êtes en équilibre, si vous, devant les événements, vous savez vous adapter, ben là, vous êtes en situation de force et non pas en situation de faiblesse devant tout ce qu'on annonce. Je suis heureux de voir que les gens sont plus ou moins intéressés à se faire dire que, bon, il y a des problèmes. Je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui sont peut-être même très indifférents devant tout ce qu'on nous prévient qui peut arriver. C'est rare que ça arrive tel qu'on le pense. Donc, je vois pourquoi dans la société, ce qu'on nous dit, donc ce que certains pensent, pourrait devenir absolument catastrophique pour un ensemble. Il y a déjà que quand on manque d'électricité, quand on manque d'une certaine qualité de vie quelconque, c'est déjà sérieusement embarrassant. Ça touche effectivement des collectivités, mais les gens ont réussi à trouver le moyen de s'acheter des génératrices. Il y en a qui ont trouvé le moyen de se chauffer avec des petits poêles au bois. Les gens sont intelligents et moi, je me base sur le fait que si dans la planète, il y a beaucoup de problèmes, il y a aussi beaucoup de gens qui sont capables de trouver des solutions. J'ai comme confiance dans l'humain. Et cette confiance que j'ai dans l'humain, à date, a passé à travers beaucoup de prévisions apocalyptiques. Je me souviens de l'an 2000. On parlait de l'an 2000 comme la possibilité de voir des avions s'arrêter à plein vol, des airs, ça va de soi. Et toutes sortes de situations épouvantables. Puis c'est rien passé. Absolument rien passé. En 2010, moi, je vous fais la prévision. Et ça, là-dessus, je pense pas me tromper.
que on est arrivé à une certaine échéance de la croyance d'un système. Je sais pas si ça concerne juste le Québec, le Canada, les États-Unis. J'en ai rien à cirer pour le reste de l'univers. Mais il faut bien comprendre que cet aspect-là, psychologique, qui amène les gens à s'individualiser de plus en plus, à avoir un regard de plus en plus critique sur les gouvernances, c'est sûr que ça va faire des gros changements. C'est sûr que les jeunes qui vont éventuellement être aux commandes d'un pays, aux commandes de quoi que ce soit, c'est sûr que ces jeunes-là penseront pas de la même façon que tous les baby boomers qu'on a connus. Peu importe s'ils étaient en Europe, s'ils étaient en Amérique du Nord ou en Asie. Ces jeunes-là vont changer quelque chose. Si vous voulez savoir c'est quoi l'avenir, regardez l'avenir des jeunes. Regardez l'avenir des jeunes, ceux qui ont confiance dans l'avenir, pas ceux qui sont déroutés ou écrasés par la pression de la vie. Les jeunes, quand je parle des jeunes, je parle des, mettons, 35 ans et moins, c'est certainement eux qui auront à imposer leur vision dans le futur. On parle d'écologie. Est-ce que les jeunes sont écologiques? On parle en rapport avec la criminalité. Est-ce que la majorité des jeunes sont violents malgré qu'ils ont passé des quantités industrielles de temps devant des télévisions à jouer à des jeux de guerre sur la télévision? Est-ce que ces conditionnements-là sont profonds ou si c'était simplement un exutoire? Ça, c'est les vraies questions qu'il y a à se poser. Les jeunes étant évidemment l'avenir parce que, bon, les vieux vont mourir ou vont se placer en situation, on va dire, plus passive, c'est évident que c'est eux autres qui vont avoir à disposer des règles du jeu de la prochaine société. Et c'est des gens qui n'ont pas connu la vie de famille comme les baby boomers l'ont vécu, comme les gens qui gouvernent l'ont vécu. Fait que les notions de la famille, les notions du couple, les notions des rapports avec des gens étrangers, les immigrés, si vous aimez mieux, ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup de variantes. Il va y avoir beaucoup de façons de voir. Souvent, les jeunes aussi sont plus flexibles à l'idée d'apprendre 1, 2 ou 3 langues. Donc, cette flexibilité qu'ils ont les emmène à avoir un regard sur l'ensemble de la planète qui est vraiment international. Donc, qui n'est pas sectaire ou qui n'est pas régional ou qui n'est pas fermé dans un sens. Ils ont une distance, ils ont pris distance avec certaines formes d'éducation très rationnelles. Ça veut dire que le futur va avoir un côté plus intuitif dans leurs décisions. Et si ce côté intuitif-là, ce serait pas ce qu'on appelle dans le supramental une lecture vibratoire, c'est possible, c'est très possible. Si c'est très possible, ben, ça veut dire que les forces sont en arrière d'eux autres. Et si les forces sont en arrière d'eux autres, ils vont disposer d'une science assez intéressante. Donc, dans ces 17 ans-là qu'on connaît, la lecture de ces jeunes-là qui, dans 17 ans, auront peut-être 40 ans et plus, c'est donc des gens qui vont avoir à gouverner le pays. On va être encore en vie pour voir aller ça. Là. S'ils sont un petit peu plus intuitifs dans leur approche, ça risque d'être très intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont trancher dans des problématiques où les gens anciennement étaient tout le temps sur une stratégie quinquennale ou sur une stratégie quelconque. C'est sûr que à ce moment-là, on va savoir à quel point les structures connues, ça s'entend, on est en 2010, là. On s'entend que ces structures connues-là auront eu à passer au travers, on pourrait dire, toutes les erreurs guerrières de sa psychologie, de toutes ces erreurs économiques de sa psychologie, les systèmes bancaires, ces choses-là. S'il y a des dégâts à y avoir, ça va se faire sérieusement dans ces années-là, dans les prochains 5 ans même, on pourrait d'aller à 17 ans. Et on parlera à ce moment-là de reconstruction, d'une crédibilité, d'une confiance. On parlera de rebâtir une vision
c'est sûr qu'à ce moment-là, les jeunes auront apporté le fardeau dans un sens de cette nouvelle vision, de cette nouvelle lecture. Et ce sont également des individus qui devront être capables de conforter, c'est-à-dire de stabiliser dans leurs décisions tout ce qui donne, je dirais, à une collectivité ou à un ensemble une volonté de participer. Les ingrédients qui stabilisent une décision, souvent, c'est lié à de la permanence, c'est lié à un sens de la conséquence. Et c'est sûr que dans ces mouvements-là, eux qui n'ont pas eu l'apport d'une certaine régularité ou d'une certaine stabilité dans leur vie de jeunesse, parce que les enfants de cette période-là, donc qui sont des adultes dans le temps, n'auront pas eu à vivre une stabilité de couple ou de famille comme les baby boomers l'ont connu. Et quelles conséquences que ça aura, ça c'est là que ça devient intéressant. Donc 17 ans de mutation, c'est principalement 17 ans de nouveaux regards sur la vie, sur l'avenir, sur la façon de projeter sa retraite. Capricorne, c'est le signe des retraités. Mutation dans la retraite, c'est mutation aussi sur la façon d'utiliser ses ressources dans la retraite. Pas sûr que ça va être la même chose que ce qu'on connaît aujourd'hui, de ce que les gens de 70 ans et plus font aujourd'hui. J'ai l'impression que dans ces mutations-là, les gens vont demeurer très actifs très longtemps. Pas nécessairement par manque de ressources, mais par une sorte de crainte d'être plongé dans un ennui vraiment très agaçant. Donc, si vous anticipez une retraite, et puis vous dites, bon, ben, je pense que j'aurai pas assez d'argent pour pouvoir me garder passif, vous pouvez dire que c'est peut-être voulu que ça soit comme ça. Quand je dis voulu, c'est les forces, ça s'entend, et qui placent les gens à rester actifs jusqu'à leur mort, et non pas les plonger dans un monde, dans un univers de jello psychologique, à toujours se questionner sur leur utilité face à leur environnement. Il va peut-être falloir continuer à penser à être utile. Et dans le courant de ces 17 ans-là, on va voir des gens qui vont perdre des ressources pour leur retraite. Et perdre des ressources, ça veut dire être obligé de les combler. C'est pas nécessairement qu'il va y avoir des effets Norbourg ou des effets Madoff régulièrement, mais je vous le dis, les gouvernements n'ont peut-être pas les mêmes ressources qu'avant pour combler les manques. Et les déséquilibres seront très grands, la crédibilité est très, très faible. Et à ce moment-là, ben, on plonge où? On plonge dans l'argent du peuple. N'oubliez pas, le peuple, c'est le garde-manger des dirigeants. Hein? C'est pas drôle à dire, mais c'est ça pareil. Et puis, dans ces courants de 17 ans-là, ben, on va voir des gens qui vont dire, hey, wow, c'est assez, là. Arrêtez d'utiliser nos épargnes retraites à des fins politiques, à des fins collectives, parce qu'on n'est pas sûr du retour. Ben beau le gouvernement quand il plonge dans l'argent du peuple pour aller balancer des entreprises, mais c'est pas toujours des succès garantis, là. C'est avec ces éléments-là que les gens vont être obligés de jongler. Et comme je vous dis, revenez toujours à vous-même. Essayez tout le temps de vous investir. Comme me disait un bon ami que vous connaissez, Bernard, investissez dans la terre et la pierre. Et puis, ça bouge pas, ça, là. C'est pas quelque chose qui, dans les mutations, à part l'embrasser un petit peu, puis diriger des maisons, des choses du genre, c'est peut-être ça qui va être le meilleur investissement dans votre futur. Et puis, évidemment, ben, une fois qu'on l'a, c'est de le garder, hein. Oubliez pas ça. Salut.